Bienvenue sur Pluton Football. On se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Kumba So. Kumba, bienvenue. Merci beaucoup. J'ai hâte de faire ça avec vous. Nous aussi, on a hâte de commencer cet épisode et merci encore d'être là avec nous. Avant de commencer, comme d'habitude, un petit mot pour tous ceux qui nous regardent en ce moment et qui nous écoutent. Aidez-nous à faire grandir la chaîne. On a besoin de vous pour inspirer plus de gens possible et ça nous permettra aussi, bien sûr, de continuer à avoir des invités toujours plus intéressants. Donc, merci encore de votre soutien et sans plus attendre, Kumba, je vais te poser la première question. Qu'est-ce que le mot inspirer signifie pour toi? Inspirer, ça veut dire, je pense à mon père directement parce que il m'a beaucoup inspiré. Ça veut dire que il m'a guidé avec ses exemples et je pense on peut tous inspirer des gens. Et toi, par rapport à toi personnellement, ce que tu fais dans la vie, comment t'es inspiré? Je pense que je peux bien inspirer des filles ou même des garçons qui ressemblent un peu à moi, qui ont un peu le même parcours des origines. Euh, voilà, ça doit montrer que pas tout le monde peut faire ce que je fais, mais qu'on peut donner genre l'envie ou les conditions et les opportunités pour tout le monde. C'est ça que j'ai envie de faire. De, je suis peut-être pas la plus suisse ou quoi que ce soit, mais si les enfants me voient, j'ai envie de donner une voix à des enfants comme moi j'étais. Intéressant. Bon, on va pouvoir justement parler un petit peu de toi, de ton histoire, de comment tu étais enfant. Et ce qu'on trouvait intéressant pour commencer, c'était de reparler vraiment tes débuts. Comment le football, il est entré dans ta vie? Comment tu es tombée amoureuse du football et que tu as voulu commencer le football? Comment tu as commencé? Je pense depuis que je peux penser, j'avais toujours un ballon dans mes mains, sur mes pieds. Euh, Partout où j'allais, genre, j'allais avec le ballon. Une fois, ma mère elle me dit, tu peux pas le laisser à la maison. Je dis non, non, sans le ballon. Mais mon père, il adore le foot, donc je pense que c'est lui qui m'a un peu mis dedans. Aussi, mon cousin, il joue et j'ai juste tout le temps joué dans la rue, avec mes potos, à l'école. Tout le temps libre que j'avais, j'ai tout le temps voulu jouer au foot. Genre, c'était naturel. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que tu dis que ton père t'a poussé. Et ça fait partie d'un sujet, je trouve aussi intéressant d'aborder parce que dans le monde du foot féminin aujourd'hui, j'entends encore beaucoup, je vois, parce que j'ai eu la chance aussi d'entraîner des jeunes filles. Et il y a des parents qui justement disent, non, mais moi, ma fille, à jamais elle fera du foot. C'est pas forcément un sport pour elle. Et toi, de dire que ton père t'a motivé à faire ça, je trouve intéressant de le souligner. Ouais, parce que des fois, les autres gens, ils lui disaient, ah, ta fille, elle joue du foot. Et il disait tout le temps, ouais, et elle est très, très forte. Donc, ça m'a encore plus motivée. Euh, j'ai essayé un peu d'être un garçon, j'avais des cheveux courts et j'essayais juste de pas être différent. C'est pour ça que j'ai essayé ouais, d'être un peu comme un garçon. Même au fond que je savais, j'avais pas envie de ça, mais c'était juste pas tout le temps entendre, oh, vous jouez avec une fille, oh, pourquoi votre fille, elle joue au foot? Donc, la question se posait plus parce que ils pensaient que j'étais un garçon et je jouais mieux que eux, donc c'était pas évident. Est-ce que tu peux nous partager un moment, en retournant dans ton enfance, un moment marquant qui a contribué à cet amour pour le football, un souvenir que tu vas jamais oublier? Ouh, déjà, je suis trop fan du Sénégal. C'est mon pays et je me souviens parce que mon père, il est cuisinier et on allait tout le temps dans le resto où il travaillait, c'est à la famille un peu. Et c'était la Coupe du Monde, je sais plus quelle année, mais j'étais petite. Et le Sénégal, ils ont avancé jusqu'à, euh, je pense que c'était pas les demi, mais
un peu plus avant, mais c'était juste le fait qu'ils ont tellement avancé. C'était presque la première nation africaine qui a avancé comme ça. Et on était tous au resto et ils ont joué contre la Turquie. Et à l'époque, c'était encore le Golden Goal. Je sais pas Mhm. si vous connaissez la règle. Ah, oui. Ouais, et après, ils ont perdu et j'étais tellement blessée. J'ai pleuré pendant des semaines parce que ben, ils n'ont pas avancé. C'était juste, toutes les Sénégalais ils sont venus dans le resto et même les Suisses et tout. C'était juste ce moment de partage où j'ai réalisé comment le foot, il peut vraiment, euh, comment on dit, mettre les gens ensemble. On s'en fout, tu viens d'où, tu as grandi, comment, si tu es sur le terrain, tu trouves une connexion et ça, je trouve, c'est tellement un pouvoir fort, ouais, pour unir les gens. C'est vrai que le foot, pour ça, c'est, je pense, un des, je vais pas dire peut-être, parce que nous, on est dans le foot, mais un des sports les plus, les plus forts pour ça, pour unir les gens, pour rassembler, surtout dans des événements comme les Coupes du Monde, ou voilà, il y a eu la Coupe d'Afrique, ou les Euros. Mais je voulais revenir un petit peu sur, tu disais avant, parce que c'est quand même fort ce que tu as dit, c'est que tu te faisais passer pour un garçon pour éviter justement qu'on t'embête, etc., et qu'on te fasse des remarques. Mais j'imagine que tu as quand même dû vivre certains peut-être moments où tu as eu justement certaines remarques. Est-ce que tu as un moment marquant ou un souvenir qui aurait pu te blesser, te faire du mal, ou bien un moment qui t'aurait fait douter de dire, bon, le foot, c'est peut-être pas pour moi, ou toi, ça t'atteignait pas, je ne sais pas. Est-ce que tu as quelque chose comme ça à nous raconter? Mais j'avais tout le temps, genre, j'ai un caractère très fort et du coup, moi, il me faisait passer par là, c'est la fille, elle joue au foot. Moi, je me suis battue avec les garçons. J'étais en mode, t'as dit quoi et tout. Moi, genre, je parlais tout le temps, mais j'ai vu à côté qu'il avait des filles, eux, ils voulaient jouer au foot, mais ils n'avaient pas la même voix ou c'était pas assez fort. Donc, j'essaie de ramener les filles, mais peut-être ils ont joué une ou deux fois. Mais après, les garçons, ils ont dit, ah, je vais pas passer la balle et tout. Donc, c'est justement ça que je me suis dit. Je veux encore me battre plus pour que peut-être un jour, les filles ne doivent pas se couper les cheveux pour jouer avec les garçons. Mais il y avait quand même beaucoup de remarques. Quand j'étais petite et je jouais, il me disait, ouais, euh, oui, voilà, pourquoi tu veux être un garçon? Pourquoi tu respectes pas de juste être une fille? Va jouer avec les filles. Ouais, c'était plutôt ça, mais je pense avec les garçons que j'ai joué, ils m'ont toujours défendu. Et ils étaient fiers que ben, j'ai joué avec eux et ça m'a aussi donné la force. C'est un joli témoignage de ta part parce qu'on sent que depuis la première question par rapport au mot inspirer, qu'est-ce que ça signifie pour toi et comment toi tu veux inspirer, il y a quelque chose de fondamentalement très attaché à ta cause, à ton histoire personnelle, à défendre cette cause et cette injustice que toi tu as vue très jeune et qui t'a fait beaucoup réagir dans le plus profond de toi-même, enfin, en fin de compte. Ouais. Et combien ça a un impact sur toi, qui tu es aujourd'hui et comment t'en parles, là. C'est vraiment assez marqué, c'est un beau témoignage. Est-ce que pour rebondir sur ce que tu as dit, tu aurais un message à faire passer aux parents aujourd'hui? Aux parents qui ont peut-être encore envie que leur fille ne fasse pas du football. Moi, je dis juste que vous limitez votre fille ou même vos garçons s'ils ont envie de faire du ballet ou mettre, je sais pas comment on dit, sur les ongles, du Ah, vernis. Vers- Ouais. Pourquoi tu limites tes enfants, tu les mets dans une direction et ils n'ont même pas envie d'aller dans cette direction. Ça va revenir un jour, ils vont être malheureux et tu sais même pas de ce qu'ils sont capables. Et du coup, Mhm. moi, moi je dis, faut pas essayer de les limiter. Mhm. Non, c'est intéressant. Ouais, t'es pour, on va dire, la liberté d'être au final qui on a envie d'être. Et puis, comme tu dis, le fait de limiter va faire que peut-être la fille va faire autre chose, mais elle sera pas heureuse. Et puis, ça va rester avec elle pendant un moment. Ouais, ça va gâcher peut-être sa vie aussi. Ouais.
Et c'est peut-être parce que mon père, il est africain et je sais que peut-être les autres, c'était encore moins accepté là-bas, que j'ai vu que lui, il s'en foutait. Il se disait, ben, elle a envie de jouer au foot, elle est bonne à ça. Je préfère qu'elle fait ça que, je sais pas, elle va traîner dehors, elle n'a pas de motivation, elle va fumer, des trucs comme ça, tu vois. Donc, ça m'a vraiment montré que tu dois être ouverte à ce que, au- aussi écouter ce que tes enfants ils ont envie de d'être et pas ce que toi tu veux installer dans leurs pensées. Et Être... est-ce- Ah, pardon. Et Vas-y, aussi, vas-y. ce que tu viens de décrire de ton père, d'avoir l'esprit ouvert, est-ce que ça a eu un impact sur toi et fait que bah, peut-être aujourd'hui tu as cet esprit plus ouvert ou tu penses que c'est en toi depuis toujours? Oui, je pense parce que ma mère, elle est aussi hollandaise, elle vient de notre direction et toute façon, ma famille est très mélangée, beaucoup des nations italiennes, Jamaïque, et du coup, je pense que j'ai beaucoup d'influences, influences différentes, et du coup, peut-être, j'arrive peut-être un peu plus à voir l'autre côté ou de comprendre comment quelqu'un d'autre peut penser. Tes potes me disent des fois, arrête de faire la psychologue et tout, mais tu sais jamais ce qu'elle a vécu et pourquoi la personne, elle fait certaines choses. Peut-être demande d'abord pourquoi elle fait ça avant de juger. C'est fort encore une fois, parce que moi, quand je t'écoute, j'entends beaucoup d'empathie surtout. J'entends quelqu'un qui est le fruit du mélange de plusieurs cultures et qui a cette conscience-là de plusieurs cultures. Donc, c'est aussi la différence des gens que tu mets ensemble. Et ça te montre aussi qu'il faut savoir être ouvert d'esprit parce que tu as vu ces différences et tu vois comment tu peux vivre en mélangeant ces différences et que tu fais attention aux autres quelque part. Donc, pour moi, j'entends surtout une grande qualité. Très gentil, merci. Moi, ça m'intéresse de faire la transition. Tu- en prenant l'exemple de ton père et ce que tu racontes, tu dis, au final, il faut donner la liberté aux gens de pouvoir exprimer qui ils sont vraiment si on veut. Même si on s'entend à un certain degré, on est toujours et quand même influencé par les autres gens autour de nous, par nos intérêts dans la vie et les choses comme ça. Mais disons, laisser plus de place aux individualités pour qu'elles s'expriment. Et là, tu dis ça. Maintenant, j'aimerais te poser la question pour toi alors. Qui est Kumba? Ouh, Euh, et pour revenir à ça, euh, comment tu te décrirais toi comme personne? je trouve ça très dur à faire. Trois mots. Ah, trois mots. Oh là là, je suis très loyale à ma famille et mes amis. Je pense que je suis généreuse parce que j'aime donner à les gens que j'aime bien, même les gens que je connais pas des fois. Et je suis passionnée par le foot, par les trucs qui m'intéressent. Ouais. Et ouverte, je pense. Je suis assez ouverte. C'était quatre, désolé. Exact. Tu m'as lancé là. Premier invité qui spontanément décide de donner quatre mots au lieu de trois. Franchement, Ah, félicitations. merci. Non, écoute, voilà, là maintenant, on a parlé un peu des autres, d'où tu viens, de toi en quelques mots, comment te décrire, pour revenir à ta carrière, un peu dans ce mélange de toutes ces thématiques et discussions qu'on mène à la fois. Tu expliques un peu dans quel contexte tu as grandi, tu as essayé de faire du football, affronter certains obstacles. À quel moment tu t'es dit, je veux devenir joueuse professionnelle? Depuis que ils m'ont demandé ça à l'école. J'ai dit, moi, je vais être footballeuse. Ils m'ont dit, ça n'existe pas, combat. Je dis, ben, je vais être footballeuse. Et c'était ça Ouais, c'était ça que je voulais devenir. Et est-ce que c'était déjà possible à ce moment-là? Enfin, c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, ben, foot féminin, c'est peut-être encore plus compliqué de vraiment être professionnel et de vivre de ça, tu sais. Est-ce que c'était Mhm. déjà possible à ce moment-là? Non, ça n'existait pas. Mhm. C'était même pas un métier, je pense. Voilà, j'avais même pas un exemple autant femme footballeuse.
Donc, pour moi, c'était Ronaldinho, c'était Zidane, Beckham, tout ça, mais genre une femme. Ben, jusqu'à j'avais peut-être 15 ans, 16 ans, c'était la première fois. J'entendais Martha, après je voyais comment elle jouait, je dis, oh, Chogo Bonita. C'était ça que moi, j'essayais de faire aussi sur le terrain. Donc, c'est la première fois que je me suis dit, OK, wow, il y a quand même des femmes qui sont pros et tout. Mais avant, juste, j'étais un enfant et je voyais les footballeurs, donc je me suis dit, ben, moi, je vais être footballeuse alors. Mhm. Pour revenir donc maintenant à ta carrière concrètement. Euh, à 16 ans, tu intègres pardon, la première équipe du FC Zurich, c'est juste, hein. Tu vas Je pense gagner. que c'était 17 ans, 17 ans, ouais. Un truc comme ça. Ok. Ouais. Là-bas, tu vas gagner 2 titres. Et ensuite, tu décides de partir aux États-Unis en 2013. Pourquoi tu as pris cette décision? Moi, j'ai fini le lycée et j'avais trop envie de voyager, mais j'avais pas envie de laisser le foot. Et du coup, ben, ma grande sœur, elle m'a dit, ben, pourquoi tu vas pas aux States, là-bas, le foot, tout le monde kiffe le foot et tu peux faire des études en même temps. Et j'étais juste partie pour aller 1 an. Et après, à la fin, je suis restée 4 ans et demi. Et oui, euh, ça m'a pris. Finalement, j'avais le temps de faire les deux. En Suisse, c'était tout le temps. Tu cours de là à là pour être à l'entraînement. Après, tu restes rêver pour apprendre, pour faire des examens. Tu n'avais pas forcément le soutien de l'école parce que je faisais le lycée normal. Je voulais pas faire le lycée de sport parce que j'aime aussi avoir un peu des gens qui sont pas dans le sport. Et j'ai trop kiffé ma classe. Et du coup, ils m'ont un peu mis la misère au lycée. Mais à la fin, j'ai réussi. Et je me suis dit, ben, au States, c'était la première fois où tu pouvais voyager avec l'équipe de l'université et après, tu avais les profs qui te contactaient en mode, hey, il faut pas que tu oublies ça, demain, on va travailler sur ça. Après les classes, ils venaient te voir, te donner les documents. Ça m'a trop fait du bien que j'avais plus du temps. Je faisais des études et je jouais que en Suisse avant. Et je me suis dit, pourquoi je pars de ça si j'ai le soutien et en plus, tu as tout ça, cette atmosphère autour et tout. Donc, ouais, c'était cool. Et qu'est-ce qui fait du coup que, enfin, tu aurais pu rester là-bas, selon toi, et puis faire peut-être une carrière plus aux États-Unis? Je pense le pays politiquement, après 4 ans, c'était un peu compliqué pour moi. Et ouais, ma famille me manquait, mes potos. Voilà, je pense que c'était le bon moment de revenir. Et par rapport, ben, vu que tu été aux États-Unis, et quand même, je pense, dans le football féminin, peut-être en ce moment-là, en plus, un des plus développés, c'était comment vraiment comment il est vu là-bas, le football? Comment toi, tu l'as vécu? Comment c'est Déjà, passé? cette expérience d'être soccer player à l'université, t'es comme un star, tout le monde te reconnaît. Oh, t'es sur l'équipe. Et ce soir, on fait une fête, tu veux venir? Ah, tu veux aller manger? Genre, j'étais en mode, euh, au début, j'aimais pas que les gens, ils savaient qui je suis. Je voulais juste être tranquille comme ça, mais à la fin, c'était cool parce que tout le monde te soutenait, ils savaient, tu portais tout le temps les couleurs de l'université, tu avais des rivalités avec des autres universités, les installations, c'était la folie. On avait tout, je me suis dit, hein, j'étais presque pro en Suisse et tu n'avais rien de ça, tu te battais pour avoir un terrain et là-bas, tu avais un cold top, hot top, genre, comment on dit ça, treadmill in the water, tu avais un physio qui te suivait partout. C'était incroyable. C'était vraiment. On sent la différence de culture et ça, c'est un élément qui est difficile à changer en vérité. Bien que Mhm.
on puisse développer les choses, typiquement chez nous en Suisse, mais c'est un point très marquant de la culture, quoi. Mhm. C'est juste l'esprit qu'ils ont. Euh, Toute la ville vit pour ce sport. Tout le monde va venir pour regarder les matchs parce que des fois, tu es dans des villes, il ne se passe rien du tout. Il n'y a que ces sports, donc je pense que tu es un peu forcé d'aimer l'université, mais il vit pour ça. Si tu rentres chez les gens, ils ont les couleurs de l'université. C'est comme une religion, on dirait. Mhm. Hmm. Incroyable. À quel point est-ce que ce passage il t'a aidé dans ta carrière sur le plan humain? Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une Kumba avant et après ce passage? Ouh, ouais, parce que j'avais quand même des obstacles. J'ai, euh, J'avais mon genou. J'ai cassé mon genou là-bas. Donc, j'ai dû faire comment dire, récupérer pendant 1 an. J'étais jeune quand je suis partie, j'étais tellement dans le mode, et je veux voir tout, j'ai envie de connaître tout le monde, j'étais tellement ouverte. Euh, et après, pendant que j'étais là, j'ai aussi perdu ma grande sœur, donc ça, c'était aussi très difficile pour moi d'être. Je suis rentrée, mais juste pour 2 semaines, j'étais loin de la famille et ça m'a encore poussé à apprécier plus les moments en famille, les vrais amis que tu as depuis longtemps. Et je pense, après ce passage et quand même le succès que j'ai eu là-bas, j'avais tellement le manque de les vraies personnes qui te connaissent vraiment parce que là-bas, c'est quand même euh, les gens, ils sont très gentils et j'ai vraiment trouvé des personnes qui vont rester pour la vie, mais c'est quand même un peu plus, pour mon expérience, c'était superficiel, un peu, pas tout le monde, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même truc, mais genre, vite, ils te donnent un bon sentiment, mais à la fin, euh, ben, c'est quand même un peu ce truc de, wow, t'es footballeuse à l'université et quand tu es jeune, tu kiffes ça, mais à la fin, tu vas pas mourir avec ces personnes, quoi. Mhm. Ouais, c'est compréhensible, comme tu dis là. C'est pas la même chose d'avoir des personnes que tu connais depuis que tu es enfant, ta famille, etc., et des gens que tu connais depuis 1 an ou 2. Même si parfois ça peut aussi devenir des relations très fortes et profondes, mais Mhm. on voit la différence. Donc, c'est compréhensible que tu aies eu envie de rentrer. Euh, Ouais. et par rapport aux États-Unis, euh, il y a une joueuse qui a marqué le football féminin, qui vient de prendre sa retraite d'ailleurs. On en avait parlé un petit peu en off. C'était Megan Rapinoe. Ouais. Et tu nous avais dit une phrase assez forte. Tu nous avais dit, c'est grâce à elle si je peux jouer au football aujourd'hui, en gros. Et on sait qu'elle est connue un petit peu pour ses nombreuses prises de parole. Elle a toujours essayé de défendre aussi le football féminin. Euh, et pourquoi tu penses que c'est aussi grâce à elle que aujourd'hui tu peux jouer avec le football féminin, peut-être se développe? Mais je crois que grâce à des joueuses comme elle, qui ont ouvert sa bouche en vrai, qui ont dit les conditions que on a, tu peux pas jouer, tu peux pas avoir de la réussite avec ça, ça a commencé à se développer. Parce que moi, je dis pas, en Suisse, on a quand même des joueuses qui se battent pour ça, mais on a quand même un peu cette caractéristique de dire, ah, merci, on apprécie, vous faites ça pour nous. C'est bien, il faut être comme ça, mais il faut aussi un peu pousser les choses parce que sinon, ça va pas se développer. Elle a une plateforme et elle l'utilise. Combien de joueurs de foot? Ok, c'est un peu compliqué parce que tu as des contrats, tu as des sponsors et tu as quand même une famille qui est derrière ça. Mais combien de joueurs, eux, ils vont dire quoi à la presse? Ils vont jamais se battre même pour nos conditions, des trucs comme ça. Je me dis, mais si moi j'étais dans une position comme ça, je me battrais tellement pour les femmes ou pour des gens qui ouais, vivent l'injustice ou des trucs comme ça. Et elle le fait et ça a marché. Après, tu as plusieurs caractères comme elle peut-être dans cette nation, mais
ils ont ce qu'ils réalisent depuis des années maintenant. C'est grâce à des joueuses comme elle, quoi. C'est une caractéristique qu'on retrouve dans ton discours depuis le début de la discussion ensemble, où tu veux vraiment, à travers ta carrière, voire après ta carrière, quelque part, utiliser ce vécu et utiliser ta voix pour essayer de faire une différence. Et c'est de Ouais. nouveau intéressant comment, peut-être c'est encore un aspect culturel aussi. Cette mentalité aux États-Unis où ils aiment enlever les limites. Ils Ouais. aiment chercher plus loin, s'autoriser à rêver plus grand. Euh, Cet esprit qu'on a certainement moins chez nous, et j'ai aussi l'impression que si on affiche un peu cet état d'esprit chez nous, on va être mal regardé, Mhm. euh, critiqué, etc. Mhm. Oui, c'est vrai, je le vois pareil parce que là, en Suisse ou ouais, plutôt en Suisse, dès que tu dis ben, t'es pas contente, c'est ça, ils vont te dire mais regarde ce que t'as, regarde ce qu'on a déjà fait, mais ça stagne. Parce que je suis partie 10 ans et il y a quand même des clubs. Ils ont fait des développements là, dans la Ligue suisse. Je ne veux pas dire. Mais la plupart des clubs, c'est encore pareil. Tu joues sur le même terrain, ils ont les mêmes conditions. Ils sont pas des trucs médicaux, ils ne sont pas suivis. Après, ils veulent que tu t'entraînes 2 fois par jour. Ben, tu dois quand même aller travailler parce que vous ne me payez pas assez. Après, les filles, ça travaille, euh, ça joue au foot en même temps. C'est où la récup? Après, tu as plus de blessures. Ah, c'est un cycle. C'est Ouais, vraiment super intéressant. désolé, je pourrais partir loin. Je vois que c'est un cas aussi, je pense, parce que tu es concerné en fait. C'est ton métier aujourd'hui et comme tu dis, pour pouvoir être performante et bien réaliser ton métier, tu as besoin d'être dans les meilleures conditions possibles. Et j'aimerais te demander qu'est-ce que C'est logique, hein. bien sûr, Mhm. mais qu'est-ce que selon toi il manque pour pouvoir se développer et faire ce pas en avant, on va dire, dans le foot féminin? Je pense qu'il doit avoir déjà la conscience de pas que nous, les gens qui sont concernés, c'est avec tous les problèmes. Je crois s'il y a des gens qui parlent qui sont pas tout à fait vraiment dans le truc concerné, qui le vivent tous les jours, les gens, ils écoutent plus. Je sais pas pourquoi, mais c'est un peu un phénomène masque aussi avec le racisme et tout. Je pense que ça qui est important. Après, tu dois avoir des gens qui veulent investir parce que sans investissement, il n'y a rien qui vient. Et ouais, les gens qui ouvrent leur bouche, les gens qui poussent, euh, ouais, je pense que c'est ça le plus important. Et j'ai l'impression qu'en Suisse, ben, maintenant je suis bien à Bâle et je pense que c'est un club qui met vraiment les moyens et essaie de faire le mieux. Mais en Suisse, c'est ça, je pense qu'il veut toujours regarder à gauche, à droite. Ah, ok, ça marche. Ben alors, on va essayer. Genre, c'est un peu cette peur de risquer un truc où il faut toujours être sécurisé et tout faire en... Vous connaissez, c'est même si tu vas aux States, les gens à 15 ans, ils ont déjà un business de je sais pas quoi, des vêtements, après ils ont vendu des chaussures. Lui, il fait à manger à un food truck. Et moi, je suis arrivée, j'étais en mode, waouh, j'ai 17 ans et waouh, euh, ben, ils avaient tellement plus d'idées que moi parce que nous, on veut suivre dans le système. C'est bien, on a du boulot, on fait un bachelor, après tu as du boulot, tu es dans le système, c'est bien, mais te voir ailleurs ou te risquer un truc, mais moi, j'ai ça en moi et ça m'énerve parce que tu es tout en mode, ah, peut-être il y a un truc qui peut arriver, faut faire de l'assurance, je sais pas. Et là-bas, ils sont en mode, ben voilà, ben, peut-être le risque il va venir, mais moi j'ai tenté et ça, j'ai vraiment, vraiment kiffé là-bas. C'est C'est vrai que vraiment super intéressant, cette conversation, parce que on voit vraiment la différence de culture que tu mets en avant. Et ça donne une perspective qu'on n'a pas forcément dans les autres épisodes aussi, avec les autres invités, donc c'est sympa. Tout ça aussi. Peut-être avant de parler d'une thématique importante aussi, très importante, le racisme que tu as mentionné juste avant, Mhm. faire un petit détour par la suite de ta carrière. Donc tu vas revenir au FC Zurich,
pendant une saison. Après, tu vas repartir en France, au Paris FC. Alors là, on a beaucoup parlé de la différence entre les États-Unis et la Suisse. Est-ce que maintenant, tu peux nous parler un peu de la différence entre la France et la Suisse, en termes de football, d'infrastructure, de mentalité? Ben, je dois dire qu'au Paris FC, on avait quand même des très bonnes conditions. C'était pas tout le temps comme ça, mais quand moi je suis arrivée, ils ont vraiment eu des infrastructures top. Tu étais à côté des mecs, on avait la même salle. Les terrains, c'était hybride et on avait un truc pour chiller. Les vestiaires, c'était au top. Vraiment, ça, c'était très, très bien, les conditions là-bas, mais on était quand même troisième ou quatrième tout le temps de la championnat. Là, ils ont fait un vrai parcours. La Champions League aussi. Donc, c'était un peu un des meilleurs clubs en France. Donc, pour comparer avec les autres clubs, c'est un peu pareil qu'en Suisse. Il y avait des soyaux, ou des clubs où c'était tellement en galère, ils n'avaient même pas des vrais contrats, ils n'étaient pas assurés. Quand ils avaient des problèmes, des blessures, ça passait pas avec les docteurs. Et du coup, c'était vraiment aussi, ben, il y avait les deux en fait. Mais en général, la culture, je dirais que en France, ils ont beaucoup la flemme. Ils ont tout le temps en mode, ah, je sais pas, j'ai pas envie, la force et tout. Et pour moi, c'était genre choquant parce que je me dis, comment vous pouvez être si fort avec la flemme que vous avez tous les jours? Pas tout le monde, hein, mais genre, c'était un peu culturel, au cool de le dire. Et je venais de les States où ils pouvaient techniquement, ils étaient vraiment pas bien des fois, physiquement, parce que c'était la mentalité, il faut se pousser à la limite comme ça. Mais en France, genre, ils sont tellement forts avec le ballon que je me suis dit, waouh, si je fais une fusion de les States et la France, c'était genre, ça va être la meilleure joueuse du monde. Hmm. Ça m'a un peu mis des fois quand tu joues pas ou t'es pas bien et t'as que des gens qui sont là en mode ah ça c'est compliqué ça si ça m'a au début j'ai trop galéré parce que moi j'aime être positif et comme ça et ça prend d'énergie de moi mais moi je remarque que eux ils peuvent dire ça et ça va aller tu vois. Donc, ça m'a pris un peu du temps d'adapter à ça, mais il faut dire que techniquement et footballistiquement, c'est vraiment, vraiment des bonnes joueuses là-bas. Super intéressant de nouveau aussi le point sur l'impact sur ta propre intériorité, disons, comment toi tu réagis à ton environnement extérieur. Est-ce que ça vide ton énergie? Est-ce que ça te remplit? Est-ce que ça te stimule dans un sens ou dans un autre? C'est aussi des détails assez intéressants. Ouais. C'est aussi là-bas que tu as pu performer ton français. Ouais, ben, au début, j'ai galéré un peu, mais C'est ça grâce m'a à ça beaucoup aidé. que tu peux être là aujourd'hui aussi pour ce podcast. Ouais, c'est vrai. Merci Bon, Paris bon, FC, hein. merci Paris FC, bon investissement. Nous, en Suisse allemand, on n'aurait pas pu, je pense, avec Jason. En Belgique, à la limite, mais Suisse allemand, hein. Encore un peu d'entraînement, un peu d'entraînement. Ouais, c'est vrai. Mais donc, comme l'a dit Jason, on va pouvoir passer à une thématique qui te tenait aussi à cœur d'en parler, qui est présente dans la vie au fait, de tous les jours. Mais là, si on spécifie au football aussi, c'est très présent, notamment chez les hommes. Et ben, j'imagine aussi que chez les femmes, il est présent, c'est le racisme. Et on voulait Mhm. te demander déjà, premièrement, quelle est ton expérience, on va dire, avec le racisme à travers le football. Est-ce que toi, tu as déjà vécu? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois et on voit souvent, en fait, au quotidien? Quelle est ta relation, on va dire, avec le racisme? Ben, je le vis tout le temps. Genre, dans la vie quotidienne, c'est un peu plus petit. Enfin, les gens le voient plus petit, mais c'est plus présent. Ben, ça va pas tout le temps être une insulte comme ça dans la rue, ils te crient dessus, même si c'est déjà arrivé beaucoup de fois, mais c'est plutôt des remarques ou des regards ou ah, tu passes dans le tram et c'est mais pas à tes côtés ou quand tu passes, les mêmes.
Il prend son sac à dos, sa coche comme ça, que je pense que tu vas le prendre. C'est juste cette énergie qui est tout le temps présente. Et moi, je suis métisse et je suis une femme. Donc, si tu es noir et un garçon, c'est encore pire, j'imagine, ou je le sais. Dans le foot, je veux dire, depuis que je suis petite, ben, les enfants ou même les entraîneurs, peut-être, ils savent qu'ils peuvent t'attaquer sur ça le plus fort et ils l'ont fait. Des fois, c'est aussi juste des petits trucs comme ouais, Pocahontas ou prends l'indienne ou juste des trucs comme ça. Mais si tu l'entends tout le temps, genre, forcément, ça te blesse. Mais même à l'école et tout, vécu beaucoup de trucs où ils me disent aussi le mot avec le N, j'aime pas trop le dire. Mais, euh, mais j'avais tellement de la force et de soutien de mes garçons en vrai qui se battaient pour moi. Et même moi, je me battais tout le temps si quelqu'un me disait ça. C'était ma réaction, c'est pas la bonne, mais quand tu es un enfant et tu as tellement des émotions, des fois tu sais pas les gérer. Et moi, je les ai gérées comme ça quand j'étais petite. Mais ouais, ça arrive souvent. Genre, par exemple, maintenant euh, je peux réagir calmement et tout, parce que je sais si moi je commence à crier, ça va encore dire la femme violente, noire comme ça. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans ce délire-là. Mais par exemple, la dernière fois, on est rentré de la sélection. La dernière fois, c'était après la Coupe du Monde cet été. Euh, oh non, c'était après l'Euro. Et j'étais avec, donc c'était il y a 2 ans. J'ai ramené ma petite sœur. Elle avait 12 ans avec moi à Paris, avec Mariam Terchoun, qui est algérienne à moitié. Et on était dans le train. Déjà qu'on est entré, il y avait un vieux, un vieux mec. Comment on dit? Il était vieux, pas un vieux Personne mec. âgée. Âgé, oui. Oui, âgé, désolé. Mais voilà, avec sa femme. Et on est entré, on a senti le regard. Parce que des fois, c'est dur à expliquer parce que les gens ils disent non, il veut rien de mal, mais tu sens l'énergie, tu sens les regards et tu sens les petits comportements que c'est plus dur à le décrire parce qu'ils disent pas, hey, toi, t'es ça. Donc, les gens qui ou qui sont pas concernés, ils disent des fois non, abuse pas. Mais tu veux que invente ça? J'ai pas envie de parler de ça, en vrai. J'ai envie de passer mon voyage tranquille. Bref, on est rentré dans le train. Il est là, il fait des regards et tout, déjà ma petite sœur. Et ça, c'est dur. Après, Myriam, elle commence à me dire, mais Kumba, il a quoi? Pourquoi elle te regarde? Après, elle dit, pourquoi ce poubelle, il est sur le sol? Et nous, on a dit, il était déjà là, mais tranquille, on va le remettre. Après, il y a une famille qui entre, qui était avec eux, avec un enfant handicapé. Et, euh, et ils disaient, c'est nos places là, dégagez et tout. Et moi, j'ai dit, on a 2 places ici, monsieur. Et Mary, elle était juste à côté, jusqu'à quelqu'un vient. Et Mary, elle a pété un câble, elle a dit, mais tranquille, moi je vais dégager, vous pouvez venir ici, mais les témoins, mais vous, déjà, c'est sûr, vous n'avez pas des billets, et si moi je veux, je peux payer tous ces billets. Je dis, mais paye tout, tout le train si tu te sens sécurisé et tout. Mais moi, je suis restée calme parce qu'il avait ma petite sœur et j'avais pas envie euh, juste de me comporter comme ça. Et Mary, elle était tellement blessée parce que c'est la première fois, elle est aussi à moitié algérienne, mais c'est la première fois qu'elle a vraiment elle a vécu comme ça. Et après, la famille qui était avec eux, ils nous ont reconnu de l'euro. Ils ont dit, ah, ils étaient à côté de nous après, parce que Mary, elle est partie, elle se dit, ah, vous avez bien joué à l'euro. Mhm. Et du coup, il a commencé à capter, on est qui? Et il a dit, oui, pour la Suisse et tout. Et le mec, il est allé comme ça dans son
dans son siège, il était comme ça pendant 4 heures, il n'a plus rien dit. Et ça m'a juste montré que, ben, moi, j'ai encore la chance parce que peut-être quelques gens, ils me connaissent et j'ai peut-être une position un peu différente. Mais si tu n'as pas ça et moi, je le vis tout le temps, ben, c'est encore pire. Euh, Désolée, c'est un peu... Non, tu as bien fait, la voix que tu as parlé avec le cœur et c'est une histoire ben, importante, je pense que tu as pu nous raconter. Euh, et c'est vrai qu'on voit que, ben, comme tu dis, quand tu étais plus jeune, tu réagissais d'une certaine manière. Aujourd'hui, peut-être tu réagis différemment. Ce qui est normal en fait, parce que j'ose imaginer à quel point ça peut toucher, mais je voulais te demander, tu penses, c'est quoi en fait la bonne réaction à avoir en face de quelqu'un qui peut tenir ce genre de propos? C'est quoi une bonne réaction? Est-ce qu'il y en a une en fait? Le fait, moi, je trouve, si tu as tellement sensibilisé ton environnement et tu es avec des gens, si eux, ils disent, stop, tu dis quoi ça? Pourquoi tu l'attaques à cause de sa peau? Et c'est pas moi, je pense l'effet, comme j'ai dit avant, il est plus grand. Et moi, j'ai pas tout le temps cette énergie ou cette colère qui est en moi. Parce que si je réagirais tout le temps, ben, je suis vide. Et il faut quand même préserver son énergie. C'est pas qu'on doit rien dire. Mais si tu as quelqu'un avec toi qui connaît ton histoire et il va te défendre, je pense que ça va tellement aider euh, dans la société en général. En fait, quelque part, par peut-être ne pas répondre, entre guillemets, à la personne. euh, Souvent, les gens, disons, peut-être ils agissent comme ça, ils attendent une réaction en retour parce que c'est de la provocation et ils savent que si tu réagis quelque part, ils ont gagné. Mais le fait de pas réagir quelque part, de pas rentrer dans leur jeu, ça leur laisse comme de l'air en face d'eux. Ils ont rien sur lequel s'accrocher, tu vois. Et peut-être Ouais. ça les fait passer au final pour, je dois rester poli et correct, mais ça les fait passer pour les personnes dans la mauvaise position, disons, Mhm. qui ont le mauvais état d'esprit. Parce qu'en fait, ils disent quelque chose, il n'y a pas de réaction et c'est juste un peu, Ouais. chacun n'a à répondre à ce que tu as dit parce que ce que tu as dit est déjà suffisamment mauvais pour. Pourquoi tu fais pas de commentaires, ouais. C'est sûrement que des fois tu dois le faire, mais ça te prend tellement le cœur que c'est tellement dur de pas réagir. Et c'est pour ça, si je suis pas seule et j'ai quelqu'un qui me comprend, j'apprécie tellement si c'est la personne qui réagit, tu vois. Déjà, ils vont peut-être moins réagir avec l'émotion que tu as. Et en plus, les gens ils vont comprendre que bon, il y a aussi les gens qui sont pas que concernés, donc qui sont des minorités, ouais, en fait, on n'est pas, mais ils ont des origines différentes et tout. Si les autres gens, ils réagissent, ben, ils pensent, waouh, la société est en fait contre moi, et du coup, peut-être un jour, ils vont fermer leur bouche. Mhm. Désolé, mais Non, c'est intéressant. Et moi, par rapport à ça, alors là, c'est une idée de dire quand tu es accompagné, la personne avec toi peut montrer son soutien. Prenons l'exemple que si tu es tout seul. Alors, je ne vais pas comparer, bien sûr, donc des propos racistes à peut-être une insulte, que moi, par exemple, je peux avoir une insulte, tu sais, sur le physique ou bien sur je ne sais quoi d'autre. C'est pas comparable. Mais souvent, ce que je pense, c'est la réaction à avoir au final de se préparer mentalement au fait qu'il y aura de toute façon des gens qui vont te critiquer, qui vont t'insulter probablement. Et la clé, peut-être, c'est de se préparer et de ne pas se laisser toucher par ces personnes. Tu sais, c'est genre de créer une bulle autour de toi que peu importe ce que les gens disent autour de moi, ça ne m'attend pas. Moi, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Et à certaines personnes, tu pourras faire énormément de choses. Peut-être tu n'arriveras pas à les changer. ouais, c'est vrai. C'est pour ça, avant, je rentrais dans toutes les discussions, dans tous les trucs, parce que je démontre, mais c'est pas, non, tu peux pas dire ça. Mais à la fin, il y a des gens, tu peux jamais changer. Ils ont, ils ont juste, je sais pas comment tu peux déjà penser des trucs comme ça, et ils ont pas envie de changer. Donc, faut pas leur donner tout le temps une réaction, mais il y a peut-être des fois que tu as vécu ça 3, 4 fois dans, je sais pas, une journée, une semaine. Donc,
c'est aussi OK de réagir. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas tout le temps euh, pas réagir. Et c'est pour ça, si des gens ils te comprennent et ils te défendent, ça enlève un peu un poids de toi et tu partages un peu ce poids. Mhm. Et bien que je partage totalement ce que tu dis, j'allais rajouter par-dessus, est-ce que c'est pas en fin de compte la réponse la plus noble et la plus juste de simplement être, incarner les valeurs opposées d'une personne qui se comporte comme ça? Donc être le bon exemple et toi influencer les gens autour de toi positivement pour montrer le bon exemple et propager quelque part l'amour ou la paix plutôt que la haine. Mhm. C'est ça, exactement, parce qu'à la fin, et ça te touche trop et ça, c'est toi aussi qui dois vivre avec cette haine. Et des fois, tu peux pas comprendre les gens pourquoi ils sont comme ça. Peut-être les générations, eux, la haine, ils n'ont rien à faire dans leur vie. Et ben, ils ont juste envie de t'attaquer comme sur les réseaux. Tu sais même pas c'est qui. Ben voilà, à la fin, c'est eux qui vivent avec ça. Et j'essaie vraiment de prendre ma distance de ça. Mais il a des jours, j'arrive pas. Donc, ben voilà, c'est comme ça. Et toi, par rapport à on va dire à ton statut, on voit justement plusieurs prises de parole. Moi, dernièrement, quelqu'un qui m'a marqué en foot, c'était Vinicius Junior qui s'était beaucoup exprimé sur ce sujet-là, parce que lui était régulièrement victime de ça. Est-ce que toi, à ton échelle, de par aussi ton statut donc enfin, de joueuse professionnelle, est-ce que c'est quelque chose qui tient à cœur? Bon, déjà, cette prise de parole aujourd'hui, d'en parler, c'est déjà un premier pas, on va dire, mais est-ce que toi, tu as envie aussi d'utiliser ta voix pour sensibiliser un peu plus les gens sur ce... Mhm. Ouais, je pense, lui, il n'en pouvait plus parce que ben, il a quoi comme sanction pour les fans, on va dire, qui sont dans les stades, qui font ça depuis des années. C'est quoi là? Faut prendre des sanctions. Faut réagir en équipe. Tu pars du match, ils vont faire quoi? Ils vont plus venir et ils sont payés pour un truc et toi, tu joues pas. Parce que à la fin, faut aussi dire que les clubs, la FIFA et tout le monde, ben, ils font pas assez. Même sensibiliser comment on traite un joueur qui subit ça régulièrement sur les réseaux, tu peux même pas aller sur les réseaux parce que ben, t'as ça, après tu joues, ils font le singe, ils t'envoient des bananes. Euh, c'est tellement, comment ça peut encore exister? Tu vois sur les caméras, c'est qui? Les hooligans et tout. Moi, je trouve que vraiment, il doit avoir genre une force, euh, comment on dit, explique qui va vraiment dans les stades. Et si tu vois ça, il va dégager. Ou si ça arrive, c'est clair que le match, il va s'arrêter. Et les gens, ils vont s'arrêter aussi parce qu'ils ont envie de voir le foot. Et c'est ça que je trouve dingue qu'on doit encore parler de ça. Mais non, que tu peux tellement, ils font tellement des règles, des trucs et blablabla, mais pour ça, ça prend des années, des années, des années. Oui, et c'est vrai que je pense que l'expansion des réseaux sociaux a vraiment rajouté quelque chose par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est très facile de créer des faux comptes, d'aller écrire des messages, de commenter des posts enfin, Ouais. avec des En émotions. plus, il peut se cacher derrière son ordi et voilà. Mais moi, je reçois aussi des messages comme ça, mais je sais même pas de les lire. Mais des fois, c'est aussi dur pour un joueur jeune et c'est peut-être pas comment c'est prendre sa distance euh, de les réseaux où il ne sait pas comment, voilà, il est peut-être dans un club professionnel seul, tu es là, tu es avec ton téléphone, je sais pas, tu es loin de ta famille. Peut-être tu tombes sur des commentaires comme ça et ça peut vraiment faire mal. Personne n'est préparé à ça. Avec les années, tu sais, OK, moi, OK, je ne vais pas ouvrir ça, OK, vas-y, je ne tombe pas dans cette discussion-là. Mais quand tu es jeune, tu es en plein colère parce que tu ne comprends pas. C'est juste, c'est ma peau de couleur. Je suis né comme ça, c'est quoi le problème? Mhm. Non, je pense que ça demande beaucoup de courage et
comme tu l'as dit, ça touche beaucoup et au final, ça touche quoi? Ça touche beaucoup ben, le mental, je pense. Là, si on revient un petit peu sur le football, c'est comment gérer ça en fait euh, pour pouvoir quand même ben, être bien et performer sur le terrain. On peut lier ça justement, ben, c'est une thématique qu'on aime bien parler sur ce podcast, mais c'est l'importance du mental. Et ça en fait partie, je pense. Mais si maintenant justement on vient sur cet aspect mental, donc qui toi apparemment aussi est quelque chose qui te parle beaucoup parce que comme tu nous l'as dit, tu le travailles ce mental. Le mental, ça s'entraîne, comme on le dit souvent. Et tu nous avais dit que tu travaillais depuis 5 ans avec un coach mental. Mhm. C'est Et tu nous disais que ça, ouais, en fait, on voulait te demander à quel point ça a changé ta performance. Est-ce que toi, tu as senti un avant-après depuis que tu as commencé à travailler ça, et comment aussi, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Oui, je pense que ça m'a vraiment aidé parce que ben, j'ai commencé à travailler avec lui dans une période un peu difficile. J'ai pas joué trop par FC et il m'a vraiment aidé comment gérer euh, ouais, une situation comme ça où tu te sens peut-être traité un peu injuste. Comment tu peux aborder ça, même quand des petits exercices que tu peux faire pour activer ton mental avant un match. Euh, ben, il a beaucoup pris le temps de aussi me comprendre et ce que me motive. Je pense que c'est évident et il joue beaucoup sur ça. Euh, ouais, des fois, il m'envoie des petits vidéos, par exemple, de Martin Luther King. Euh, I had a dream, des trucs comme ça, que il sait que ben, ça bouge un truc en moi où rien peut bouger. Sinon, il est très fort et je pense, depuis là, ben, ça fait 6 ans, je suis en sélection titulaire et j'ai joué beaucoup et je pense que ça aussi aidé à être encore meilleur, ouais. Quel a été l'élément déclencheur pour que tu commences à travailler avec un coach mental? Ben, j'étais tellement dans le doute si le foot pro est vraiment pour moi que je me suis dit, OK, peut-être c'est juste cette phase-là. Et j'avais entendu que les gens ils parlaient de lui et je me suis dit, ben, j'ai rien à perdre. Euh, Là, j'ai envie de tenter tout parce que j'avais envie de rentrer en Suisse, mais je me suis dit, ben, j'avais, je sais pas, 25 ans, 26 ans, beaucoup, j'avais encore beaucoup des dreams, des rêves en vrai. Mais je me sentais plus motivée comme avant et je connais pas ça parce que quand je suis sur le terrain, je suis à fond et je l'étais plus. Et du coup, il m'a aidé à remettre tout ça en perspective. Ouais, genre, c'était juste que j'étais vraiment mal et ben, il m'a redonné un peu l'espoir de continuer à jouer pro. Et est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'il faut en fait avoir un moment déclencheur pour commencer à travailler avec un coach? Ou par exemple, toi, aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu te dis, mais j'aurais peut-être dû faire ça à 18, 20 ans déjà et puis être suivi toute ma carrière? Ben, j'ai déjà vu ça aux States, qu'on avait des séances collectives et moi, je me suis dit, ouais, ça me parle beaucoup en fait. Parce que eux, ils sont beaucoup sur le mental. Et ben, en Suisse, quand j'étais jeune, c'était pas trop le cas. Et après, je suis rentrée en sélection et là, on avait aussi un psychologue qui faisait des trucs collectivement, mais même avec toi. Et du coup, moi, je me suis dit, ouais, ça me parle et ça change un truc en moi. Mais moi, je trouve que tu dois pas être dans le mal pour aller contacter quelqu'un parce que on a tous une potentiel mental parce que ben, on travaille beaucoup plus le physique que le mental. Hmm. Très intéressant ce que tu dis. Je pense que dans le football au plus haut niveau, comme dans n'importe quel sport au niveau élite, si je puis dire, tout l'aspect mental, et c'est un panel qui est très large au final, ça correspond à beaucoup de choses. Le détail au niveau mental est encore beaucoup
mis de côté, disons, par rapport à l'aspect physique qui est énormément pensé, calculé, traqué maintenant avec la data aussi. Mhm. Euh, il y a beaucoup de potentiel pour améliorer ce côté-là, quoi. Ouais, je trouve que déjà le niveau, il est tellement bien pour que dans certains pays, on travaille même pas cet aspect. Dans combien de pays c'est mal vu, même en France, je dois pas partir loin. Ben, ils disent ça, c'est pour les faibles et tout. Mhm. Vraiment, c'est un peu cette mentalité-là. Et moi, je trouve que je pense que tu t'es fort si tu travailles avec un coach mental et tu deviens encore plus fort. Mhm. Et quel aspect du travail mental tu considères être le plus important pour exceller sur le terrain, pour avoir une performance excellente sur le terrain, pour délivrer cette performance? Je pense que c'est maîtriser ses émotions. Ou peut-être même pas maîtriser de l'utiliser, les utiliser. Mhm. Et peut-être des fois, tu es dans le colère ou tu es triste, mais il faut accepter ça et essayer utiliser, utiliser cette énergie. Parce qu'il y a tout le temps une énergie qui vient avec une émotion. Et je crois, quand j'étais jeune, j'étais plutôt dans le mode, ah, j'ai pas envie de me sentir comme ça. Pourquoi je me sens comme ça? Et du coup, tu luttes dans ta tête, juste toi contre toi. Et comment tu veux encore jouer au foot? Ce que tu dis, c'est vraiment super intéressant. Comment utiliser, apprendre quelque part à utiliser nos émotions de la meilleure manière, si je puis dire, ou de la manière la plus stratégique et efficace. Et tu dis Mhm, quand on est plus jeune, on a tendance à lutter. mhm. Donc avec l'âge et avec le travail que tu as pu faire avec ce coach mental, tu as beaucoup appris le lâcher prise quelque part, donc, n'est-ce pas? Ouais, ouais, d'essayer de rentrer dans ce white zone flow que tu es tellement prise par le moment que tu réfléchis même pas. T'as pas le truc, ah ouais, je dois faire ça ou ah, j'aurais dû faire ci. Parce que si tu réfléchis, t'es pas dans le moment. Et j'atteins rarement ce stade. Mais si je suis dans ce stade-là, je fais mes meilleures performances. Et je pense que c'est pour tous les athlètes. Ils connaissent ce sentiment où tu sais même pas il se passait quoi. Tu es tellement dans le truc que ben, on dirait, c'est pas automatique parce que ça arrive rarement. Ou pour moi, je parle rarement. Mais c'est trop beau. Je pense que c'est le feeling préféré que j'ai dans le sport quand je suis dans ce truc-là. Ou après le match, je me dis, waouh, j'étais vraiment dans ce flow et j'avais rien à penser, juste c'était tout n'est pas parfait, mais ça faisait du sens à la fin. Ouais, C'est un peu comme si à l'intérieur de toi, pendant quelques minutes ou heures, euh, il y a une forme d'harmonie dans Mhm. ton esprit. C'est juste, hein. Ouais, Comme si l'horloge, elle tourne parfaitement, ouais, au bon parfaitement. rythme, Pas à de chaque instant. blocage, rien, pas de noise, rien qui te perturbe, pas des pensées qui sont là, qui sont tout le temps là. Ils, ils sont tous disparus et t'es vraiment juste dans le moment, c'est magnifique. Mais alors, comme tu l'as déjà expérimenté, cet état de flow, comment selon toi qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver dans cet état selon toi? Comment faire pour que tu revives cet état? Et essayer Ouf, d'être constamment dans cet état. C'est Tu tout je peux... le pense que travail. ouais, c'est le travail. Je peux pas dire, des fois tu fais cet exercice et tu tombes dedans, mais je pense que ben, moi j'ai beaucoup lu sur ça et ça dit aussi que ben, tu dois travailler la méditation pour essayer d'éteindre cet état-là. Et aussi, je pense que tu dois être dans l'action. Genre, ok, tu réfléchis trop, ok, je regarde le ballon, je me déplace à droite. Euh, faut être dans le mouvement et pas dans la tête. Mhm. Donc, en fait, quelque part, tu cherches à te réaccrocher à la fluidité du moment présent plutôt que d'être fixé dans cette rigidité qui bloque ton esprit et ton corps un peu. Ouais.
C'est comme des fois, tu te dis, ah oui, je dois le faire comme ça. Tu essaies de faire un truc et tu le fais de la même manière, mais tu regardes pas à gauche ou à droite que tu pourrais juste passer à gauche ou tu fonces comme ça, mais tu pourrais juste aller à gauche et tu vas sur le même chemin. Tu Hmm. essaies de foncer sur le chemin, il y a un mur ou un arbre ou un truc et tu passes pas. Et tu es là en mode, ah, non, ça passe pas et tu stagnes. Mais tu dois juste prendre un pas à gauche et tu passes par le pont et tu es sur le même chemin, tu vois. Je connais ce sentiment. Des fois, je suis trop fixée en moi. Je dis, oh my God, détends-toi, ok, tu regardes, et après, ça va aller, tu vois, dans l'action, je vais à gauche. C'est plutôt ça, mais voilà, c'est théoriquement, pratiquement, c'est très dur de le faire. Et concrètement, comment tu travailles ça? Qu'est-ce que tu fais comme, si je veux dire, comme exercice ou que tu utilises? Bon, peut-être tu as cité la méditation, mais qu'est-ce que tu utilises et travailles pour te rapprocher de cet état-là? En avant-match, comme une sorte d'entraînement ou peut-être il y a la méditation, il y a de ceux qui doivent, je sais pas, écouter de la musique, faire de la visualisation, tu vois, il y a des choses comme ça. Qu'est-ce que toi tu fais? Ben, j'essaie de faire la méditation. Je suis pas un pro parce que je trouve que c'est quand même très dur. Euh, mais j'essaie de le faire le soir et tout. Après, la visualisation m'aide aussi beaucoup. J'essaie de le faire avant les matchs. Euh, Aussi regarder mes matchs, prendre mes scènes, repasser ça dans la tête ou des fois même des scénarios fixes. Je me pose dans mon lit et je m'imagine comment le match il peut se passer. Et avant, ça c'est aussi un truc que mon coach mental il m'a dit que ben, moi, j'étais beaucoup juste visuellement. Mais il me disait, tu dois le faire avec le son et tu dois bouger ta tête et vraiment le mettre dans le plus réel possible parce que ben, ton cerveau aussi, comme quand tu rêves, des fois, il m'a dit que il fait pas de différence de l'imagination et de la réalité. Et du coup, si tu mets tes bonnes émotions dans ta tête, ben, tu as quand même plus de chances de la réussite que pas. Mhm. Sur cette thématique, pour changer légèrement de voix, tu disais préférer travailler avec un coach mental personnel plutôt qu'en club. Pourquoi? Parce que même si tu les fais confiance, ben, si tu vas mal ou tu le sens plus dans le club, je sais pas, j'ai l'impression, je veux pas dire qu'ils vont dire au coach, mais moi, je me sens pas 100% à l'aise parce que moi, je préfère avoir un coach mental qui te suit. Il sait tes étapes qui est pas dans le club installé. À la fin, tu lui fais confiance, sinon tu travailles pas avec lui, mais c'est quand même, peut-être il est influencé par le club ou c'est trop proche en fait. Ouais. Comment? Est-ce que tu vois une solution à ça ou pas? Si là je te donne carte blanche, grosso modo, tu peux créer ce que tu veux. Tu es le boss d'un club. Et c'est toi qui dois engager un psychologue du sport pour les joueurs. Et tu as l'expérience, tu as été toi-même joueuse professionnelle. Tu changerais quoi? Tu ferais comment différemment? Sachant que tu sais pertinemment que les joueuses auront pas totalement confiance. Tu fais quoi? Ouh, c'est dur. Ben, je sais pas, tu signes un contrat qu'il n'a pas le droit de dire non du tout. Et non, Non. est-ce que je t'aide un peu, enfin, je t'aide, parce que je pense que personne n'a la réponse vraiment, mais euh, est-ce que tu changerais la structure dans le club? Est-ce que tu Ben, séparerais un petit peu le département qui s'occupe de la psychologie des autres départements de la performance? Euh, Parce que je trouve que c'est quand même un sacré grand problème, ça, pour les joueuses, en ouais, vérité. ouais, même Pour en les joueurs équipe aussi, hein, nationale. masculins. En équipe nationale, à elle, je connais depuis des années, je lui fais tellement confiance que je sais, elle va rien dire. Mais Ouais. si on fait quelque chose au collectif, je sais que, comme notre ancien coach,
Elle allait demander, du coup, vous avez traité ça, ou elle a dit, regarde, moi j'ai l'impression que c'est un peu tendu, ou ils ont besoin de ça, donc c'était ça le sujet. Et nous, on n'avait même pas ça dans la tête, ou en mode, ben, nous, on ne se sent pas tendus. Donc, elle a mis ça dans la salle et tout le monde a dit, hein, et ça commence à faire un truc bizarre entre nous. Et Ouais. du coup, je trouve peut-être eux, ils devaient payer quelqu'un qui est, oh non, externe où tu vas chercher ton truc Hmm. où t'as personne et c'est le club qui le paye. Mais après, c'est quoi l'intérêt pour eux que tu vas mieux? Oui, mais je pense pas qu'ils vont payer 23 psychologues. Moi, je pense que le problème, il restera là de toute façon, parce que, comme tu dis, ils vont pas pouvoir payer 23 psychologues pour chacune. Et Mhm. surtout, comme tu l'as dit, ça va être beaucoup plus avantageux d'avoir quelqu'un que tu travailles depuis, on va dire, à 20 ans, tu prends un coach mental et il va te suivre toute ta carrière. Ça veut dire peut-être dans un club, après tu vas partir ailleurs, bah lui, il va savoir tout ce que tu as vécu avant. Vous aurez déjà créé cette relation de confiance qui est si importante quand on parle de mental. Par rapport à justement, comme tu l'as dit, si là tu fais 3 ans, bah, je sais pas, à Servette où tu étais, et que tu es suivi par quelqu'un, puis qu'après tu pars et c'est une nouvelle personne avec qui tu dois reconstruire une relation. Et du coup, ça, je pense, tu perds justement peut-être ce flow que tu peux avoir si tu fais un travail sur toute une carrière. Et ça, je pense que c'est difficilement pour un club. Je pense quand même, après, pour dire, vu que tu travailles avec un coach mental en privé, mais est-ce que le fait qu'il y ait un coach mental aussi, soit en club ou en équipe nationale, est-ce que tu fais aussi appel à cette personne ou est-ce qu'il y a quand même un lien avec cette personne et que ça t'apporte aussi quelque chose? Peut-être que ça complémente ou... Ouais, ça complémente plus parce que je prends quand même des décisions de lui parler et tout, parce qu'à la fin, elle te connaît aussi dans le contexte de l'équipe nationale. Donc, aussi intéressant comment elle te voit et elle a vu ton développement de l'équipe nationale, parce que ton statut est tout le temps différent. Il y a beaucoup de filles en club, ils sont titulaires et ils jouent tout le temps. Après, tu viens en sélection, tu ne joues pas du tout, ou l'inverse. Et du coup, c'est quand même cool d'avoir quelqu'un de l'intérieur, en fait. Je pense qu'il y a aussi du positif. Mais je pense que la confiance, elle est peut-être au début jamais à 100%, peut-être avec les années, quand tu sais, OK, ben, elle va pas dire à la coach que ben, tu peux lui faire confiance. Elle le dit tout le temps, ça reste dans la salle, ça reste dans la salle. Mais combien des années ça a pris pour que moi, perso, je fais confiance? Beaucoup des années. Mais maintenant, je sais qu'elle va pas le dire et ça va le faire. Mais moi, de toute façon, moi, je préfère les séances perso que collectivement. Collectivement, ça fait du bien, mais des fois, c'est un peu forcé parce que ben, c'est toujours les mêmes qui parlent ou il y a des gens, ils peuvent pas parler en public, même si on se connaît bien, ben, ou ça te concerne pas, t'as pas ce problème où dans ta tête, ouais, c'est, Mhm. je pense que tu peux faire ça de temps en temps, mais pour moi, de vraiment travailler ponctuellement, c'est plus efficace. En tout cas, merci pour toutes ces discussions. Moi, je propose, Guillaume, on a encore évidemment quelques questions pour toi. On en aurait beaucoup d'autres. Mais je pense, vu la durée de l'épisode, peut-être de conclure On avec a encore un peu de temps, je pense, hein. Il nous reste plus beaucoup. Parce que non, mais c'est une thématique importante, je trouve. Guillaume, tu fais de la négociation en live, alors on Oui, va là, jusqu'au bout. aussi. On Non, va jusqu'au parce qu'on en a parlé en off de nouveau et c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, je pense, dans le football. bout. Et moi, je connais, à part des joueurs que j'ai côtoyés qui ont été touchés par ça, c'est la solitude. La solitude dans le football. Et ça, on en avait parlé un petit peu avec toi. On oublie souvent à quel point ça peut être difficile. Je prends l'exemple d'un joueur, même des fois, les joueurs partent très, très jeunes, je sais pas, à 18 ans. Il décide de quitter son pays, la Suisse, ou son club, des fois même d'aller à une ville qui est à 4 5 heures de chez lui. Mais en fait, c'est que tu te retrouves seul. Parce que tu n'as pas forcément toujours la possibilité que la famille te suive, parce que ben, ils ont un travail, ils ont une vie ici. Tes amis, la même chose, ils font des études ou ils travaillent et tu te retrouves du coup du jour au lendemain tout seul dans un nouvel environnement que tu connais pas, avec des personnes que tu connais pas.
Peut-être aussi des fois, sportivement parlant, ça se passe pas forcément bien comme tu veux. Peut-être que tu joues pas directement. Enfin, et tu dois avoir plein justement de moments de solitude. Bah déjà, premièrement, est-ce que toi, tu l'as vécu, cette solitude? Ouais. Tr- euh, Pas quand je suis partie aux States, mais vraiment à Paris. J'ai vécu ça genre ma deuxième année et j'ai pas joué, j'ai pas fait des études. J'avais vécu avec ma meilleure pote avant. On avait des souris, donc on a dû trouver quelque chose très vite. On n'a plus vécu ensemble et c'était la première fois où je me sentais tellement seule. Et je suis pas la personne où je vais dire à ma famille ça parce que j'ai pas envie de les inquiéter, mais je me retrouvais pour la première fois avec mes pensées, les doutes, des rêves, la déception. Et c'était vraiment dur. Mais je pense que ça m'a montré que à la fin, tu as ta famille, tu as tes amis, mais tu dois aussi faire beaucoup de trucs avec toi-même. Tu vas toujours être avec toi-même, en fait, et tu dois être bien avec toi-même. Et avant, je suis très sociable et j'étais à l'école, après j'ai fait l'uni, après l'école, tu vas voir tes potes et j'étais tout le temps avec des gens. Et là, ben, je vais à l'entraînement qui était à 17h. Je rentre, j'habitais à genre 10 minutes de l'entraînement et voilà. Des fois, j'allais faire des trucs avec les filles de foot. Ma mère pote, elle était avec moi. On avait un bon groupe. C'est international un peu, étrangères, mais des fois, t'avais pas envie. Et moi, j'avais pas envie de voir les filles de foot parce que ben, j'étais déjà pas bien parce que je jouais pas. Et oui, ça me rappelait tout à ce que vient se passer. Du coup, j'avais très envie de rencontrer des nouveaux gens, mais comme tu es footballeuse, ton, ton planning ou your schedule, il est différent des autres. Et voilà, tu es dans une grande ville et c'est dur de rencontrer des gens comme ça, mais à la fin, c'était une très bonne leçon et moi, maintenant, je suis très bien avec moi-même. Donc tu as Et dû, entre guillemets, apprendre à être seul, apprendre à même quand tu es seul et que tu ressens de la solitude. ouais. Ouais, maintenant je kiffe être seule et les gens des fois disent, hein, tu veux venir? Je dis, non, moi, me faire une petite soirée toute seule et ils sont en mode, hein, jamais je t'aurais dit ça il y a 5 ans, t'es tout le temps, yes, yes, on fait un truc et ça m'a calmé, apaisé et à la fin c'était bien, mais dans le moment, je sais que aussi beaucoup des footballeurs qui parlent pas de ça, des mecs, parce que déjà c'est dur de parler de ces faiblesses, sentiments et tout. Et ils vont dans des grands clubs, ils peuvent même pas aller dehors parce que tout le monde les connaît. Tu dois être resté chez toi. À la fin, ils ont quand même ben, quelqu'un qui cuisine, quelqu'un qui fait le ménage. Ben, t'as quoi à faire? Tu vas juste au foot. Ben, j'ai pas. J'espère que tu lis des livres ou tu fais seulement avec ta femme et tout, mais on ne sait pas. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de footballeurs qui subissent de ça aussi. Justement, est-ce que toi, tu as un conseil ou des conseils à donner sur comment apprendre justement à vivre bien seul? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place qui fait que au début c'était compliqué et puis que maintenant tu te sens bien? Est-ce que c'est uniquement le temps ou bien est-ce qu'il y a des choses concrètes que tu peux donner? Mais moi, j'ai juste réalisé ce que j'ai besoin. Et moi, j'ai besoin tout le temps de me challenger. Après, j'ai commencé à apprendre l'italien. J'ai essayé de jouer la guitare. Ben, je ne le fais plus, mais genre des petits projets qui me donnent un peu la joie. Après, je suis allée dans un cours de djembé. J'ai rencontré des gens. Peut-être aussi pas avoir peur de aller au resto seul. Allez, te faire un petit midi soir là-bas, c'est pas grave. Moi, j'ai pensé quand j'étais jeune, c'est mal vu et tu vas rester toute seule. Genre, euh, peut-être c'est aussi un choix où tu vas rencontrer des gens ou même pas, tu te fais juste plaisir. C'est OK d'aller au ciné seul, c'est OK de faire des trucs seul. Faut pas se cacher à faire des trucs seul. Ça veut pas dire que t'as pas des amis ou t'as pas l'option de rencontrer des gens. Et je pense que c'est plutôt ça, de savoir ce que tu as besoin pour être bien. Et après aussi prendre des pas pour, si tu as besoin de rencontrer des gens, de le faire ou de t'apprendre la langue pour les parler et tout. Mhm.
Oui, au final, souvent, c'est quand on est seul, on est vraiment livré à nous-mêmes. Et là, par rapport à ce que tu viens de dire, ou peut-être tu t'es rendu compte, il faut se rendre compte de ce qu'on a besoin, mais aussi, c'est là peut-être qu'on découvre vraiment qui on est. On apprend peut-être plus à se connaître, en fait. Parce qu'on prend pas souvent le temps, en fait, d'être juste avec nous, je sais pas, de parler à nous-mêmes ou de vraiment ressentir ce qu'on a sur le moment. Est-ce que toi, tu as ressenti ça? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Ça t'a permis de te rendre compte de qui tu étais ou... Ouais, ça m'a montré que ben, on a tous des problèmes et que ben, j'étais tout le temps un peu même maintenant, mais le soleil, j'ai partagé mon énergie. J'étais tout le temps là pour tout le monde. Mais à la fin, genre, tout le monde a ses struggles, tout le monde a ses trucs que tu dois aussi faire attention. Et moi, j'ai vraiment appris que je préserve mon énergie et je le donne à les personnes que j'ai envie de le donner. Je dois rien à personne. Et avant, j'étais un peu, ouais, peut-être je me mettais un peu de côté, ou si j'avais pas envie d'un truc, ben, si, parce que je me suis engagée, oui, si tu t'engages, tu y vas, mais si des fois tu vas vraiment mal ou tu es malade ou des trucs comme ça, tout le temps je me dis non, non, c'est bon, je vais être là pour les autres et à la fin, peut-être, même tu étais jeune, donc tu te fatigues pas, mais faut savoir dire non et c'est OK. Il faut savoir peut-être se choisir des fois. C'est ça que j'ai vraiment appris dans ce temps. Mhm. Merci encore pour ce partage. Non, je voulais pas passer à côté Non, de ce non. podcast. Kumba, franchement, en live, hein, je trouve l'épisode génial. Je peux être biaisé, mais franchement, la plupart des questions, enfin, chaque thématique, disons, tu parles avec ton cœur, sans filtre, tu vas en profondeur dans les choses, donc merci parce que c'est un plaisir, franchement. Mhm. On passe T'es d'une trop- thématique à l'autre et vraiment, c'est toujours au top, donc c'est vraiment merci, c'est ouf. Merci à vous, ça fait plaisir vraiment. Vous me mettez trop à l'aise. On dirait on est à côté en train de boire un café. Ouais, on aurait préféré être à côté, mais voilà, les circonstances Ouais, pour l'instant on est par Zoom. Mais... Et il y a un mot que tu as utilisé beaucoup, que j'aime aussi beaucoup, c'est le mot énergie. Tu l'as utilisé plusieurs fois dans plusieurs ouais. contextes. On sent que c'est quelque chose qui est important au final, dont on ne parle pas forcément souvent. Ce mot énergie. C'est partout. Tu le sens direct quand tu ouvres la porte, tu rentres dans une salle, tu sais si ça pue, l'énergie, elle est bizarre. Tu peux pas le cacher, je pense. Ça monte un peu plus que les mots. Tu sens l'énergie de quelqu'un d'autre et ouais, je me base aussi beaucoup à ça. Genre, des fois, j'ai une connexion avec quelqu'un et genre, la personne, elle a rien dit, mais je sens juste son énergie, c'est bon et tu as envie de le partager. Et mon père, il est comme ça. Il dit pas beaucoup de choses, mais tout le monde me dit, il est juste gentil, il est là. Et voilà, il partage son énergie. Et je pense, c'est à cause de lui que je suis très sensible à ça. Je pense, tu soulignes un point au final tellement important dans un sujet si important, l'environnement, que ce soit en club ou toi-même tout seul, on parle de cette culture, de cette atmosphère, de cet environnement. Et l'énergie, en fait, c'est un aspect fondamental à ça. C'est comment toi toute seule ou dans ta famille, toi avec les autres, toi vis-à-vis des autres, qu'est-ce que tu transmets, qu'est-ce que tu reçois des autres. Euh, et vraiment merci parce que à travers cet épisode, je pense que tu nous as vraiment, comme j'ai dit avant, mais transmis cette énergie très positive et très authentique vraiment. Donc c'est génial. Merci beaucoup à vous. J'ai vraiment kiffé ça aussi. Ça permet à aussi parler des trucs que tu parles pas ben, tous les jours. Et voilà, vous mettez bien à l'aise les gens et je pense beaucoup des gens ont envie de faire ça avec vous. C'est gentil, merci pour ce retour. Et avant de conclure, donc Jason, je te laisse prendre la main pour nos petites conclusions qu'on aime bien. On aime bien terminer avec des petites questions à nous. Exact. Ça, petit concept qu'on a sur le podcast. Nos questions de fermeture de discussion. euh, 6 questions. L'objectif, c'est de répondre rapidement. Ok. Donc Ouf. on enchaîne un peu.
Actif. Des- Rapidement, des réponses courtes, disons, droit au but. T'es Ok. prête? Ouais, je suis prête. Let's go. Première question. Qui est ta plus grande source d'inspiration? Mon père. Pas ton... Ah, Oh, j'allais désolé. dire Joker. Ah, Non, ok, 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 alors. Ok, c'était évident, hein. non, en plus, c'est sorti tellement Non, spontanément. C'est c'est juste, c'est juste, c'est une juste. inspiration pour toi. Et... Ok. Et aussi ma grande sœur. Mhm. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans ta vie? J'apprécie tous les moments, Qu'est-ce que le football t'a apporté en tant que femme? toutes les possibilités, Quel est ou quels sont les secrets du succès selon toi? l'énergie. Hmm. Ok. Quel conseil donnerais-tu à Kumba qui a 15 ans? Euh, Fonce, ça va venir, même si c'est pas court. Juste, allez, tes rêves ils vont se réaliser. C'est parfait. Et pour conclure, en une phrase, quel est le message que tu as envie que les gens retiennent de ton passage au football? Que même si c'est pas évident pour les autres, si c'est évident pour toi, ça va arriver avec les bonnes personnes et le bon mindset.